Salut! Allez, on se retrouve avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et un discours, c'est 1 minute de discours, vous allez voir, assez folle. Bah oui, parce que il revient et il nous dit très clairement que ce que nous appelions, et ça a été tiré d'un livre, ce que nous appelons le fameux GR, le GR20, comme moi je le surnomme, de Corse, le bien connu, serait donc une foutaise. Depuis maintenant des mois et des mois que tous les médias nous racontent ça, maintenant ça se compte même en années, qu'on nous fait croire que tout ceci ne serait que des affabulations complotistes d'extrême droite. Et là, en 1 minute, il va un peu remettre les pendules à l'heure par rapport à tout ça, et je pense qu'ils ont changé d'avis sur leur manière de gérer la communication par rapport à tout ça, parce que bien sûr, après, je vais vous montrer une autre vidéo qui là, pour le coup, va un peu plus aller dans un sens qui ne l'arrange pas du tout. Je pense que la gauche se rend compte de ça et en fait, ils sont en train de changer leur manière d'aborder le sujet et de faire croire un petit peu que, en fait, maintenant, oui, bah, ok, mais c'est super. Voilà. Et d'essayer de rassembler au final autour de ça. On va attaquer directement avec Méluche, qui vient avec ses grosses paluches nous faire une petite morale et nous expliquer voilà, qu'il a raison. Et oui, bah oui, forcément il a raison. Mais notre nouvelle France est là. Nouvelle comme sa population, ses façons de vivre, sa vie, sa créolisation et par-dessus tout, son appétit du futur. Cette nouvelle France, combien ne la voient pas, combien ne veulent pas la voir, combien ne veulent surtout pas la voir. La nouvelle France, c'est d'abord un peuple de migration intérieure, où 1 personne sur 2 n'habite pas dans le département où elle est née, et où un bachelier sur 3 ne retourne jamais dans le département où il a grandi. C'est la France aussi où 1 sur 3 d'entre nous compte un grand-parent étranger, quand c'était 1 sur 10 en 1958, un grand-parent dont nous gardons intacte la mémoire et la reconnaissance pour ce qu'ils ont fait pour nous. Donc, ben voilà, c'est le changement de direction qui va à l'opposé de ce qu'ils ont pu dire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire nous faire croire que non, pas du tout, vous affabulez, ce sont des bêtises. Là, voilà, ils assument, ils disent oui, c'est ceci, c'est cela, regardez, nous sommes créolisés, nous sommes tous issus, un grand-parent sur 4 serait, voilà, d'origine immigrée, patati et patata. Donc ils ont un peu lâché l'affaire du le GR20, c'est du pipeau, c'est une affabulation, donc ils nous parlent plus de ça, mais plutôt de l'inverse. Oui, en fait, voilà, oui, il y a la créolisation, mais c'est super. Bon, déjà, quand il nous annonce un petit peu tous ces chiffres et toutes ces choses, il nous fait croire que quelqu'un qui habite en Bretagne et dans un village et qui retourne à Rennes pour faire ses études, ce serait un immigré. Quelqu'un qui est originaire des Bouches-du-Rhône et qui déménagerait dans le Cantal pour aller travailler serait aussi un immigré. Vous voyez un petit peu jusqu'où ils essayent de pousser le vice, de pousser comme ça cette idée de toujours la même, de destruction de socle culturel commun, en nous faisant croire que un bourguignon ne serait complètement différent de quelqu'un issu de la région nord, alors que ce n'est absolument pas ça. Nous avons un socle culturel commun. D'ailleurs, je fais une petite référence au livre de Rochdy, qui a lui fait regarder un petit peu d'où venaient les populations, l'évolution des populations en Europe. Et il est prouvé que génétiquement, des gens du Portugal, d'Italie, ont très 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 peu d'écart génétique avec des Suédois, alors que pourtant on pourrait croire que l'apport de Méditerranéens est pu comme ça un petit peu bouleverser génétiquement ces peuples d'Europe, alors que pas du tout. Et quand il nous parle que nous avons tous un grand-parent sur 4, bien évidemment, il omet le véritable problème qu'il y a là-dessous. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un grand-parent sur 4 qui, tout d'un coup, pourrait nous dire que faire venir des centaines de milliers d'immigrés
par année serait quelque chose d'exceptionnel et de très intéressant et de génial pour la France. Parce que tout le sujet est là-dessus. Le sujet, il n'est pas essayer de savoir celui qui est déjà là, celui qui est d'ici, celui qui est de là-bas, les deuxième ou troisième générations. Quel est le problème avec ça? Non. Là, aujourd'hui, la plus grande crainte, c'est cette immigration qui est plutôt massive et qui pose problème dans certaines villes et qui pose problème parce que il est trop grand et que du coup on ne peut pas s'occuper de ces gens, on ne peut pas leur fournir de travail, on ne peut pas leur fournir de logement, on peut pas. En fait, l'État ne peut plus s'occuper de ces gens-là, l'État français n'a plus d'argent et c'est sur ces sujets-là qu'il y a des problèmes. Eux, ils vont nous dire mais non, c'est parce que le capital nous prend l'argent. Regardez, c'est à cause des riches qu'il n'y a pas d'argent. Non, c'est pas à cause des riches qu'il n'y a pas d'argent, même si on peut trouver que la part que eux ont réussi à gagner est exagérée, que c'est trop, que avant c'était entre 15 et 17%, aujourd'hui c'est monté à 40% à la part du PIB dans les 1% les plus riches de France. Et ça fait tout un scandale, mais ce scandale il est lié au fait que nous sommes dans une dictature de gauche, un début en tout cas de dictature de gauche, qui a détruit la classe moyenne pour faire vivre ceux qui ne travaillent pas et ceux qui coûtent à la société. Parce que c'est la classe moyenne qui paye pour tous ces gens-là. Donc, en appauvrissant la classe moyenne, on l'a empêché d'acquérir de la richesse. Et du coup, ces 1%, ça a été plus facile pour eux de s'enrichir. En plus, on ne parle même pas de ce qui s'est passé en 2020 avec la méchante grippe qui a empêché les plus faibles financièrement, les entreprises les moins à même d'avoir de quoi dans l'entreprise dédier des gens à des tâches qui étaient devenu très complexe pour essayer de continuer de faire de l'argent. Et du coup, ce sont les gens de la classe moyenne qui se sont retrouvés en difficulté. Donc, on sent bien que tout leur blabla et toute leur machinerie pour essayer d'arnaquer les gens ne fonctionne plus. Donc, ils changent un peu de stratégie. Ils sont un petit peu perdus. Ils se sentent un petit peu comme ça acculés parce que ce qui leur fait peur, et moi ça j'en suis persuadé, c'est que en 2027, on se retrouve au deuxième tour avec RN et les filles. Et ça, et les filles en a très peur parce qu'ils savent très bien que c'est la carte à jouer du RN et c'est quasiment sa seule chance de victoire. Là, et les filles, eux, c'est ce qu'ils aimeraient, c'est se retrouver au deuxième tour contre quelqu'un qui serait de la trempe de Macron, essayer de convaincre certaines personnes du RN qui seraient un petit peu lassées, et c'est tout à fait compréhensible, de la politique qu'on a subie depuis 2017 et de ce centrisme complètement stupide qui fait que faire de l'œil à tout le monde pour essayer de se faire réélire. Donc c'est ça qu'espère Mélenchon. Il ne veut surtout pas se retrouver face au RN. Donc c'est pour ça qu'il change sa stratégie, qu'il s'adoucit, que on commence à voir dans les manifestations de la LFI du drapeau français. Il commence à parler de sécurité. Il commence à se laisser comme ça tirer vers la préoccupation de la catégorie de gens qui n'arrivent plus à atteindre, même si Mélenchon l'avait dit dans une manifestation, laissez-les, nous ne pourrons plus les avoir. Il se rend compte que sans eux, il ne pourra quand même pas gagner. Donc voilà, et puis pour lui clouer un petit peu le bec, écoutons cette interview de chez CNews. Il y a de ça 5 ans maintenant, l'INSEE avait estimé qu'il y avait 10% de musulmans sur le territoire national. La dynamique étant effectivement vers la hausse de ce nombre de personnes affiliées à l'islam, je pense qu'on est aujourd'hui entre 10 et 12%. C'est une dynamique qui est essentiellement liée à l'immigration. 44% des immigrés en France se déclarent musulmans, 32% des descendants d'immigrés, contre 1% du reste de la population. Donc dynamique quantitative, mais aussi aspect de plus en plus rigoriste de la pratique, dont attestent les chiffres que vous venez d'évoquer. Il y a de ça 5 ans maintenant. Et voilà pourquoi l'électorat musulman leur est très cher et pourquoi ils le défendent bec et ongle, parce qu'on se rend compte que là, les chiffres sont sortis, là, beaucoup de jeunes deviennent musulmans, il y a des pourcentages affolants sur le fait que certains pensent qu'il faudrait la charia en France, donc ils sentent que ce sont des populations en difficulté, malléables, influençables, qui ont un gros manque de culture, qui ont un gros manque de connaissances
connaissance de l'histoire du monde et un gros manque du coup politique, et qui vont choisir sur des aspects qu'avec la moindre petite conscience politique, nous ne pouvons pas imaginer en fait. Le fait de choisir un candidat ou un autre nous est complètement... nous ne pourrons pas comprendre pourquoi ils font tel ou tel choix, parce que leur manière de penser et leur logique n'est pas du tout celle que l'on peut imaginer. C'est vraiment une logique très étrange et du coup, pour le coup, très communautaire. C'est pour ça qu'ils choisissent de faire tout ça. Regardez-moi ça quand on parle de récupération. Regardez-moi là, c'est Braun-Pivet, et là, les petits yeux fourbes là, c'est Dupond-Moretti, et on est sur la Marche Blanche. J'ai fait une vidéo sur ce qui s'est passé. Ce gars qui avait perdu son premier frère parce qu'il trafiquait, et son deuxième frère s'est fait abattre parce que en fait il s'est engagé à Marseille contre le narcotrafic. Bon, après dans la vidéo j'en parle, il s'est engagé chez les écologistes pour faire ça, donc voilà, c'est un peu j'explique un peu tout ça dans la vidéo. Je trouvais ça un petit peu stupide, mais là on va voir. Regardez-moi ça là. Et si elle pouvait coller sa tête contre l'objectif de la caméra, je pense qu'elle le ferait. Non mais elle est ridicule là. La Braun-Pivet là, elle est mais ridicule. C'est ridicule. Vraiment, mais c'est vraiment une honte quoi. Puis Moretti qui est juste à côté là, mais qu'est-ce qu'il fait là en fait? Mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est un truc de fou. Après, c'est nous qui faisons de la récupération. L'extrême droite, on récupère dès qu'il y a quelqu'un, un étranger qui fait quelque chose, vous êtes les méchants, vous récupérez. Oui, bah, c'est clair. Et on finit sur ce petit discours de 46 secondes de Mélenchon qui nous donne vraiment, mais là, on va écouter, c'est vraiment ce que les Français attendent des hommes politiques aujourd'hui. C'est ça qu'on attend. Nous voulons commencer à construire cette nouvelle patrie, cette nouvelle France. Débarrasser une bonne fois pour toutes du racisme qui l'a pourri de l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Nous allons commencer une France où il n'y a plus de commandos fascistes dans les rues qui tabassent les personnes. Oh, c'est clair. Une France où il n'y a pas de chasse aux nègres. Une France où les parents n'ont pas peur pour leurs adolescents quand ils sortent dans la rue. Ouais. Une France où quand on voit un uniforme, on n'a pas peur. Ouais. Merci, Berluchon. Ah là. Vous imaginez ce qu'il ose dire quand même. Comme si ce qu'il venait de nous raconter là, c'était comme si en fait les prisons elles étaient remplies de fachos, de nationalistes, comme si c'était eux les problèmes en France quoi. Vraiment. Alors c'est vraiment ça le problème en France. Alors attention. Ah là, merci Berluchon. On apprécie comme ça ta faculté à essayer de nous endormir. Mais on va quand même essayer de pas trop te laisser faire. Allez, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous pensez de ce petit virage un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu, il y a un petit peu de sécuritaire là dans ce qu'il vient de dire. Vous voyez, il parle de danger, il parle de sécurité, bon, il en parle à sa manière, parce qu'il peut pas se permettre d'en parler autrement, parce qu'il a ses petits chouchous, ses petits bébés à protéger, bien sûr. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. C'est super important, surtout pour mes vidéos que YouTube déciderait d'un petit peu comme ça mettre à l'écart. Vous êtes sûr au moins de les voir. Partagez la vidéo, likez, et je vous dis à tout bientôt. Des becs!